La première chose, c'est que malgré les émotions que ce débat et ce dialogue peut susciter, essayons et faisons en sorte de partager et d'échanger dans le respect. La deuxième chose, c'est qu'on est aussi là pour écouter des avis qui sont différents, qui sont divergents, qui ne sont pas forcément les nôtres, peut-être des avis qu'on n'a jamais non plus entendus. Donc prenons le temps d'écouter pour pouvoir répondre, je dirais, avec le plus de cohérence possible. Et le troisième point, c'est que essayons de sortir de cet événement, de cette heure, avec un maximum de positif, en tout cas avec des enseignements, je l'espère, pour chacun d'entre eux. Voilà. Peut-être un petit rappel, parce que voilà, quand j'ai lu le titre de cet événement, Dialogue et réconciliation, le terme réconciliation, bon, on l'entend et on le comprend, je pense, de manière familière. Donc je l'ai quand même cherché dans le dictionnaire, pour être sûr de bien comprendre. Donc réconcilier, ça veut dire remettre en accord, remettre en harmonie des gens ou des personnes, deux ou plusieurs personnes qui se sont brouillées, donc qui ont un différend. En partant de là, la première question que j'ai pour un de nos intervenants, alors qui voudra bien prendre la parole, la prendra. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous définissiez le concept de réconciliation dans le contexte post-colonial dans lequel on vit aujourd'hui, et en particulier dans les Antilles françaises? Alors moi, forcément, je vais parler d'une posture différente de psychologue. Euh, Moi, je l'avais expliqué déjà, la première chose, le terme de réconciliation me dérange beaucoup parce que pour moi, il y a le risque de l'injonction à la réconciliation. Obligé à réconcilier. On ne peut pas obliger quelqu'un à pardonner, à se réconcilier, etc. Donc ça, c'est la première chose. Euh, une personne peut choisir de faire ce travail, mais ça doit être une décision personnelle. Elle ne peut pas être imposée de l'extérieur. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Ensuite, si on revient sur la définition que vous avez citée de réconciliation, donc ce serait deux personnes qui mettent les choses à plat après une embrouille, se mettre en accord, en harmonie après une embrouille, après cette brouillée. Alors, se mettre en accord. Euh, je trouve que c'est pas une bonne image de ce qui s'est passé pendant le temps de l'esclavage, parce qu'en fait, il y a un rapport de domination qui fait, faut pas oublier que la traite négrière et l'esclavage, ils ont été considérés par la loi Taubira comme crime. Donc crime, qui dit crime, dit victime et dit bourreau. Et en fait, le statut de victime n'est pas le même que le statut de bourreau. Et de la même manière qu'on comprend très bien dans la justice, dans les travaux après, dans le traumatisme, etc., une victime, il y a un travail à faire individuel et c'est une reconstruction, enfin voilà, c'est tout un travail qu'il y a à faire. Quand le bourreau, c'est autre chose, mais une réconciliation, pour moi, ça part de deux personnes qui sont au même statut. Quand dans un crime, les deux personnes n'ont pas le même statut. Donc, on ne peut pas demander à une victime de se réconcilier avec son bourreau. C'est elle qui peut faire le choix, mais on ne peut pas lui demander de le faire. Et ensuite, ça implique aussi pour moi, pour rendre en tout cas éventuellement possible la réconciliation, que l'agresseur, le bourreau, qu'importe le terme qu'on lui donne, reconnaisse sa culpabilité, reconnaisse le mal qu'il ait fait, demande éventuellement des excuses, etc. Donc voilà, moi je poserais ça vraiment d'un point de vue, je trouve que en tant que psychologue, même si on sort du trauma, j'irai jamais voir une victime qui a été agressée, lui dire il faut que vous vous réconciliez avec votre agresseur. La posture n'est pas possible en fait, en tout cas en tant que psychologue. Quand effectivement Edouard a parlé de cette thématique dialogue et réconciliation, moi j'avais proposé dialogue et conciliation. C'était ma proposition. Le mot conciliation me paraissait plus juste. J'entends ce qui a été dit, et effectivement, bon, ça ce sont les observations à la fois psychologiques et à la fois du passé, enfin de l'histoire, donc ce sont des visions tout à fait justes. Moi je suis ni historien ni psychologue, je suis vivant dans mon temps. Et la façon dont j'aborde moi le sujet et la façon dont je l'ai abordé, notamment avec Steve Follagadet, et ça a fait l'objet d'ailleurs d'un petit conflit intellectuel entre nous deux, mais qui était tout à fait sain. C'est la partition entre une vision systémique de ce qui nous concerne, donc le système qu'on juge, qu'on observe, qu'on analyse, et la vision individualisée, personnalisée, qui relève des personnes, de l'action des personnes. Et c'était un débat très intéressant parce que la vérité, comme toujours, elle est toujours un peu au milieu. Mais il faut partir du principe que derrière un système que l'on peut assez facilement caractériser
et peut-être même caricaturé, parce que c'est un peu le principe des systèmes qui s'observent avec des visions qui sont enfin, assez simples en réalité. Il y a la complexité des individus dans ce système et nos propres responsabilités individuelles à agir dans le système. Et moi, je n'ai pas envie de m'exonérer de ma liberté d'individu dans un système aussi complexe, aussi difficile soit-il. Parce que si je le fais, j'abandonne mon espace de liberté, mon espace de décision, et finalement, je me range dans une catégorie, bourreau ou victime, et chose que personnellement je refuse. Il y a eu des bourreaux, il y a eu des victimes. Le grand drame de 1948, c'est qu'il n'y a pas eu ce temps de dialogue, comme ça s'est fait en Afrique du Sud avec les commissions Vérité et Réconciliation Ubuntu, comme ça s'est fait entre les Tutsis et les Hutus, comme ça s'est fait au Maroc, comme ça s'est fait dans beaucoup de pays, du vivant des protagonistes. Et c'est vrai que l'abolition de l'esclavage, comme vous disiez, Mme Cottias, ça a été un élément très, très fort, mais une page a été tournée brutalement. C'est-à-dire que le lundi, il y avait des esclaves, des esclaves à l'époque, avant d'être des esclavistes, c'est des esclaves et des bourreaux. Et le lendemain, il y avait des hommes libres. Et on s'est retrouvé dans un système qui, lui, n'avait pas bougé avec la même rigueur, enfin la même intensité que le changement des statuts des individus. Alors visiblement, on nous demande encore une fois de patienter, de trouver le temps d'un dialogue qui serait apaisé et mûri pour pouvoir peut-être un jour arriver à ce que certains souhaitent, une réconciliation. Mais si on veut parler de réconciliation, il faut d'abord déjà commencer par réparer les crimes. Il faut penser à réparer les crimes qui ont été commis. Et j'abonde dans l'idée que, ayant versé et de la sueur et du sang dans la terre, finalement, elle devient une part de ma propriété, de moi. J'abonde dans le propos de Madame de Surinon, parce que me parler de réconciliation, or qu'aujourd'hui encore, et ce n'est pas un temps passé qui serait de 1848, où effectivement, du jour au lendemain, il n'y aurait plus de maîtres, il n'y aurait plus d'esclavagistes, il n'y aurait plus d'esclaves, il n'y aurait que des gens libres qui s'entendraient. C'est juste vouloir faire passer l'émotion que nous ressentons par rapport à tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui n'a pas été fait par ceux qui ont tant eu, que finalement nous ne sommes toujours pas prêts à pouvoir discuter. Parce que c'est toujours avec des mots qui sont proposés par ceux qui ont justement offert que le mal, qu'on me demande de définir ce que moi j'ai vécu, ou en tout cas que mes ancêtres ont vécu. Ce que moi je vis, que je continue de vivre, ce que mes frères et sœurs continuent de vivre dans nos territoires, ça n'a toujours pas de prix visiblement. La preuve en est, puisque dans notre actualité aujourd'hui, on a quand même il y a un fait marquant par le président de la République, or que nous sommes en période où il y a beaucoup de difficultés dans nos territoires, qui préfère encore donner une médaille, un titre, à justement l'un des acteurs du mal de notre pays. Alors comme nous sommes martiniquais, enfin vous le dites monsieur de Rênal, je veux bien vous croire, alors comme nous sommes martiniquais, le bon sens voudrait que justement dans ceux que vous représentez en tout cas, vous devriez de temps en temps vous poser la question et dire ça y est, on fait un retour, on fait tout ça à plat et on évoque toutes ces discussions, ces manquements, or que ça fait des années. Je crois savoir par exemple que le MIR en Martinique, c'est son 25e, sa 25e édition pour les réparations. 25 ans que des groupes demandent à ce que les réparations soient faites pour justement peut-être essayer de tourner, pas de tourner une page, parce qu'on ne tourne pas la page comme ça, mais justement d'entrevoir le champ du possible de comment sur un territoire, avec cette histoire,
on puisse finir par se parler sans qu'il y ait une arrière-pensée. Sans que on ait ce petit retour pour dire mais il y a toujours le profiteur qui est là, qui est au-dessus de notre tête et qui, malgré qu'il ait changé de visage, malgré vos mots qui ont l'air d'appeler justement au dialogue, en fait, il me semble qu'il y a des gens qui ne sont toujours pas prêts à ça. Alors a été évoquée aussi l'histoire des noms et de la généalogie. Alors bizarrement, comme c'est pour moi aussi une forme d'injonction qui m'a été faite, ou en tout cas qui a été faite à mes aïeux, c'est l'explication que moi j'en tire, 30 secondes. Je me dis que comme c'est quelque chose qui a été imposé, ce n'est pas un nom qui m'appartient, on me l'a donné, et j'aimerais pouvoir récupérer le nom et la provenance de mes aïeux. Donc j'aimerais bien, par exemple, que dans ces familles, on puisse ouvrir les archives personnelles, pas les archives nationales où il manque quelques petites choses, mais les archives personnelles qui me permettraient, moi, pour le coup, de retrouver, parce que effectivement, mon histoire, ma généalogie s'arrête à un numéro. Et j'aimerais bien remplacer ce numéro. Et j'aimerais bien savoir d'où je viens. On a fait une base de données que vous trouvez en ligne qui s'appelle REPAIRS, R-E-P-A-I-R-S, où on trouve le nom de toutes les personnes qui ont touché des indemnités dans l'Empire français. C'est dans les archives, on les a répertoriés et on a vu comment, qui touchait de l'argent, comment les titres d'endettement circulaient aussi, parce que comme je vous dis, on donnait une indemnité pour payer sa dette. Voilà, et donc ça c'est très intéressant parce que vous voyez, vous allez trouver tous les noms des personnes qui sont mises en cause régulièrement et qui pour certains ont pu capitaliser sur l'indemnité, mais pour être honnête, ils sont peu nombreux. C'est-à-dire que la richesse, elle s'est constituée aussi par la suite. Non, ce que je veux dire, il y a le capital financier et il y a le capital symbolique. Et le capital symbolique, c'est ce que vous avez dit, c'est l'accès à l'éducation, c'est l'accès aux loisirs, c'est la capacité d'être à l'aise dans la vie. Ça, c'est ce que Bourdieu appelait le capital symbolique, et qui est aussi extrêmement important parce qu'il permet de construire plus facilement sa vie et même sa propriété. Donc il faut pas le négliger. Je pense qu'il faut le prendre en compte dans cette notion de réconciliation et dans le fait sur lequel je suis assez d'accord. Moi, c'est un terme que j'aime pas du tout, réconciliation, parce que je trouve que il y a une mise à plat qui doit se faire auparavant. C'est-à-dire qu'il y a de la reconnaissance de la situation et vraiment décortiquer la situation, ça c'est le plus important. Il y a la question des réparations qui est évidemment centrale. Moi j'aime bien, je suis psychologue donc je ramène toujours à des questions individuelles et j'aime bien donner des exemples un peu. On sait aujourd'hui que dans par exemple dans les cas de viol, des violences sexuelles, quand il y a un dépôt de plainte par les victimes, en fait, c'est plus traumatisant pour les victimes quand elles ne sont pas reconnues victimes et que l'agresseur n'est pas condamné. Donc maintenant, d'un point de vue psychologique, quand on accompagne des victimes de violences sexuelles, on se pose toujours la question de est-ce qu'il y a une chance ou non que le crime soit reconnu, parce que quand il n'y a pas de preuves, etc. Parce qu'on sait que si le statut de victime n'est pas reconnu et il n'y a pas réparation, du coup, en fait, c'est beaucoup plus traumatisant que s'il n'y avait pas eu de dépôt de plainte. Est-ce que c'est un peu clair pour tout le monde ce que j'explique ? Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, dans le cas de l'esclavage, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a reconnu, d'ailleurs pas au moment du statut de victime, parce que c'est bien plus tard que le crime contre l'humanité a été reconnu, et du coup, il n'y a jamais de réparation. Et au contraire, imaginez encore plus la violence, c'est comme si on disait à une victime aujourd'hui qui allait porter plainte, non, c'est comme ça, et on va même donner de l'argent à votre agresseur. Donc d'un point de vue individuel, c'est d'une violence extrême.
Et c'est bien plus violent presque que tout ce qui avait pu se faire, en fait, parce que au-delà de simplement vous avez été victime de quelque chose, c'est qu'il y a une seconde violence, on ne reconnaît pas ce dont vous avez été victime. Et ça, c'est vraiment important. Et effectivement, tant qu'il n'y aura pas de réparation, aussi bien symbolique que matérielle, après à réfléchir, ça c'est pas mes questions, mais bien sûr qu'il y aura une souffrance. Ce qui m'amène à mon deuxième point. À un moment, M. Dernal, vous avez dit je suis prêt à tout entendre, notamment je peux entendre les souffrances qu'ont infligées mes ancêtres. Mais je crois que la question, c'est pas ça. Parce que ça, c'est facile. C'est facile de dire que les esclavagistes, c'était des méchants, c'est mal ce qu'ils ont fait. Bon, tout le monde peut le faire, ça. La question, c'est, par contre, est-ce que vous êtes prêt à entendre les souffrances que, malgré vous, vous infligez encore aujourd'hui? Parce que vous le vouliez ou non, vous faites partie d'un système. Et vous avez une place dans ce système, vous êtes le descendant de tout un système d'oppression qui s'est déroulé pendant des siècles. Et vous avez été l'héritier de cela, et vous en avez obtenu des bénéfices matériels. Ça, c'est une réalité, parce qu'aujourd'hui, on sait que les descendants d'esclavagistes, notamment par aussi par les indemnités reçues de l'État français, mais au-delà de ça, par aussi les terrains, les terres, etc., ont encore aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les bénéfices de tout cela. Et en fait, pourquoi moi j'y viens? Parce que dans ma thèse, moi j'ai interrogé des Guadeloupéens, des Martiniquais. Moi, je suis guadeloupéenne, donc je peux même aussi parler à mon titre personnel. Et en fait, on voit toutes ces inégalités qui sont encore présentes. Et ça, c'est responsable d'une immense souffrance qui est actuelle, qui est contemporaine. C'est pas la souffrance des ancêtres, c'est la souffrance, elle est là, c'est une continuité. Parce qu'en plus, il y a plus la souffrance des ancêtres qui a été bafouée, parce qu'on n'a pas reconnu cette souffrance, vu qu'on a indemnisé les bourreaux. Donc, tout ça, c'est une douleur qui est vive, qui est encore présente, qui est donc c'est ça qu'il faut savoir entendre. C'est pas la souffrance des ancêtres, parce que ça, je pense que tout le monde peut le faire. C'est vraiment la souffrance de ce système. Donc moi, j'étudie le traumatisme historique. C'est un terme états-unien qui a été développé par Braveheart. Et en fait, on a vu que dans les traumas qui sont sur plusieurs générations et qui sont massifs, donc des traumas de masse, en fait, il y a une transmission transgénérationnelle sur les descendants. Ça a été prouvé du coup pour la Shoah et ça a été prouvé pour le génocide amérindien, donc les autochtones d'Amérique. Et ce qui est très important dans le processus de qu'est-ce qui fait le traumatisme historique, qu'est-ce qui fait qu'il y a transmission qui se répète et qui se répète, c'est qu'en fait le deuil n'est pas permis. Et ça, c'est vraiment une notion centrale. Le deuil n'est pas permis. Et toute l'histoire de l'après-esclavage, le deuil n'a jamais été permis. Parce que justement, il y a constamment on met en avant, notamment ça a été encore une fois par une sociologue américaine, parce que c'est des travaux, c'est pas parce qu'il n'y a pas de Français qui travaillent là-dessus, mais c'est très tabou en France, c'est très compliqué. Je fais une parenthèse, pour faire ma thèse, ça a été très compliqué de le faire dans le cadre du universitaire français. C'est des sujets qui sont difficiles à entendre. Donc par contre, il y a des travaux de chercheurs américains qui ont travaillé sur le sol français, donc c'est intéressant de les regarder. Et en fait, justement, il n'y a pas eu de deuil possible, et notamment parce qu'après l'abolition, on a tout de suite valorisé comment la France a aboli l'esclavage. On n'a jamais parlé, on parle aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a des commémorations, on parle de comment la France, toutes les personnes qui se sont battues pour l'abolition, etc. Et on ne parle jamais, en fait, finalement, de la responsabilité de la France. Et ça, à l'échelle individuelle, ça fait extrêmement mal. Moi, dans les personnes que j'ai interrogées pour ma thèse, beaucoup en parlent de ça. Finalement, la France est toujours la gentille et elle n'a jamais dit pardon. Et ça fait créer des souffrances individuelles qu'on ne peut pas nier. D'abord, avant de rentrer dans le détail, on parlait de réparation, de responsabilité, débat complexe. C'est vrai que je suis blanc devant vous, je porte un nom qui s'appelle de Rênal et je suis catalogué immédiatement comme le bourreau. C'est ce que j'appelle la représentation sociale. Donc, avant même de savoir qui je suis, ce que je représente justifie déjà quelques attaques ou quelques présupposés sur ma personne. Je vis avec ça, donc je suis assez à l'aise, ça ne me perturbe pas plus que ça, mais vous allez m'obliger, et j'aime pas le faire, à rentrer peut-être dans mon intimité pour vous dire qui je suis. Et à ce moment-là, vous pourrez me juger. Je veux commencer par là, parce que ça me paraît important. J'ai effectivement consulté la base Repairs et les travaux de Jessica Baldi qui sont formidablement bien faits. Je vous invite vraiment à regarder ce travail. C'est un travail bien documenté. J'ai trouvé